Bienvenue dans ce premier épisode de ce jour-là. Aujourd'hui, je vais vous raconter la prise d'otage d'une école maternelle à Neuilly-sur-Seine en 1993. Un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine à l'école commandant Charcot. Ce matin, vers 9h45, un homme armé pénètre à l'intérieur de l'école. Il se dirige aussitôt vers la classe des Laurent Dreyfus, une classe où jouent des enfants âgés de 2 à 3 ans. 13 mai 1993. Une journée banale comme tant d'autres. La France vit sa deuxième cohabitation. François Mitterrand est président, Édouard Balladur, Premier ministre. L'événement du jour, c'est l'ouverture du 46e Festival de Cannes. Le journal Gérard Courchel. Bonjour. Le plus grand plateau de cinéma du monde, le 46e Festival de Cannes s'ouvre ce soir. Le jury, présidé par le metteur en scène Louis Malle, devra décerner la Palme d'Or à l'un des 23 films en compétition. Louis Malle sera l'invité de France Inter à 8h20. Radiocom à 9h moins le quart recevra Jeanne Moreau. France Inter. La journée s'annonce comme une autre à l'école maternelle du commandant Charcot. Dans la classe de petite section, 21 enfants de 3 à 4 ans s'appliquent pour la fête des mères, sous le regard bienveillant de leur institutrice, Laurence Dreyfus, âgée alors de 28 ans. À 9h27 exactement, tout bascule. Un homme portant un casque de moto et vêtu d'une combinaison entre dans la classe. Il est armé et porte autour de lui une ceinture d'explosifs. Sans un mot, il tend une feuille à l'institutrice. Dessus, une phrase qui glace le sang. Ceci est une prise d'otage. Immédiatement, l'institutrice accompagnée de 2 enfants quitte la classe en direction du bureau de la directrice de l'école, Suzanne Souillet. Cette dernière arrive et se trouve nez à nez avec le forcené. Elle témoigne en 2004 d'en fait entrer l'accusé. J'ai en face de moi un homme habillé de noir, assez grand, et puis il m'a dit de fermer les volets, de fermer la porte de classe qui donnait sur la cour, et d'afficher sur les fenêtres et sur la porte, s'il y avait une vitre, défense d'entrée, tout saute. Les autorités sont prévenues, et peu avant 10h, c'est le directeur de la police des Hauts-de-Seine lui-même qui arrive sur place. Le preneur d'otage transmet une enveloppe contenant une dizaine de pages à destination du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Il y détaille avec minutie son plan. Le message est signé de 2 initiales, HB. Personne ne sait encore ce que cela signifie. Le forcené réclame une rançon de 100 millions de francs, soit 15 millions d'euros en échange de la libération des enfants. Il se dit prêt à faire sauter la classe si ses exigences ne sont pas satisfaites. L'homme est résolu à ne pas se faire prendre vivant. La tension monte de minute en minute. L'intervention est délicate. C'est la première fois en France qu'une prise d'otage concerne de jeunes enfants, des tout petits. Le négociateur du raid prend contact avec le preneur d'otage, mais pour le moment, il refuse toute libération. Dans le même temps, la première dépêche AFP tombe à 10h30 par ces mots. Prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine. Rapidement, les télés et radios du monde affluent. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, l'actualité, une actualité dramatique avec une prise d'otage en ce moment même dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine, l'école commandant Charcot. It's 3:58 on your 24-hour news station. Tonight's big story takes us to Paris, where at this hour a nightmare is being played out. A masked gunman claiming to have a bomb took a nursery school class hostage. In dieser Vorschule in Neuilly bei Paris hat heute Morgen ein bewaffneter Farbiger eine Gruppe Kleinkinder und 2 Erwachsene als Geiseln genommen. Er fordert umgerechnet 30 Millionen Mark Lösegeld. As word spread that a class full of small children had been taken hostage, parents and relatives raced to the school, which is situated in one of Paris's wealthiest suburbs. Les parents apprennent la nouvelle par la radio. Affolés, ils se massent devant l'école, déjà bouclée par les forces de l'ordre. Les parents des otages sont réunis dans une salle de l'école. Ils seront informés heure par heure par le négociateur du raid. 2h30 après le début de la prise d'otage, l'un des pères va jouer un rôle clé dans cette affaire. Avec le chef du raid, il va négocier directement avec HB et ensemble, ils sortiront 5 otages. À 13h30, Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly, se rend sur place et devient rapidement l'un des visages emblématiques de cette affaire. Il prend une part active dans les négociations en établissant un dialogue direct avec HB. Il entre à plusieurs reprises dans la classe face à l'homme armé pour tenter de négocier la libération des enfants. Il parvient à obtenir la libération de plusieurs enfants
en accordant les demandes du preneur d'otages, devenant ainsi l'un des héros médiatiques de cette tragédie. Donnez-la-moi cette petite gosse. Allez, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut être amis pourtant. On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi non? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? J'essaie de vous sortir de la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est bien parce que je suis votre ami que je fais ça. Sinon, je ne sais pas. Ou alors, donne-moi le petit noir. Donnez-moi le petit noir. Allez, je reviens. En fin d'après-midi, le preneur d'otages exige à Nicolas Sarkozy de voir un journaliste de TF1 contre la libération d'un enfant. Il veut mettre les choses au clair, que les journalistes arrêtent de communiquer de fausses informations à son sujet. C'est Jean-Pierre Abou, envoyé spécial pour la chaîne, qui se rendra dans la classe. Il en rendra compte le soir même dans le journal de 20h. Alors Jean-Pierre, tout d'abord, comment avez-vous été amené à entrer dans l'école ? Dominique, c'est le député maire de Neuilly, le ministre du budget, M. Sarkozy, qui est ici depuis le début de cette prise d'otage, qui est venu demander à ce qu'un journaliste de TF1 pénètre à l'intérieur de l'école à la demande du preneur d'otage, qui en échange de ma visite avait promis, et il l'a fait d'ailleurs, de libérer un des petits-enfants. J'ai donc suivi Nicolas Sarkozy jusqu'à cette salle de classe. À l'intérieur de la salle de classe, j'ai pu pénétrer avec le patron du RAID, et là, j'ai pu, dans cette salle de classe, voir les enfants. Il reste 9 enfants de 2 à 3 ans qui jouaient avec leur institutrice. Les enfants semblent calmes et le preneur d'otage m'a alors dit qu'il m'avait convoqué pour que dans le journal de 20h je puisse bien préciser que sa seule revendication était une revendication financière. Ce qu'il veut, c'est une rançon de 100 millions de francs, m'a-t-il dit, en lingots d'or et en billets usagés. Et il semble assez déterminé, assez calme, mais enfin il accepte le dialogue avec les hommes du RAID, il parle volontiers. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que effectivement, ce preneur d'otage a une sorte de bobine à la main qui semblerait, enfin, il prétend que ce serait un détonateur, et il a sur sa poitrine un sac assez gonflé dans lequel il prétend avoir mis des explosifs. La nuit tombe et toute la France suit en direct l'évolution de la prise d'otage. À l'intérieur de la classe, Laurence Dreyfus, elle, garde son calme, tant bien que mal. Elle est maintenant accompagnée par Evelyne Lambert, médecin militaire. C'est HB qui en a fait la demande, dans le but de calmer et endormir les enfants. À 1h du matin, après près de 16 heures de prise d'otage, un dernier enfant est libéré par Nicolas Sarkozy en échange d'une partie de la rançon, 5 millions de francs. Mais à partir de maintenant, HB ne veut plus négocier avec Nicolas Sarkozy. La journée du vendredi sera longue. HB commence à fatiguer. Il s'agace de plus en plus. Il en exclut même l'institutrice de la classe. Il a affaire maintenant à un nouvel intermédiaire, le procureur de la République de Nanterre. Les négociations se compliquent. Elles continuent, mais elles stagnent, n'aboutissent plus à la libération d'otages. La deuxième nuit de cauchemar commence pour les parents des 6 petites filles restantes. Minuit hier soir, Nicolas Sarkozy, qui mène avec Louis Bayon, patron du RAID, les négociations, quitte la maternelle. Il va rejoindre au ministère de l'Intérieur Charles Pasqua et le Premier ministre Édouard Balladur. 3 quarts d'heure plus tard, Nicolas Sarkozy revient à Neuilly porteur d'une petite partie de la rançon, 5 millions de francs. Le preneur d'otage fait alors une dernière concession, un 14e enfant, une petite fille, est libéré. Vers 4 heures du matin, le forcené demande qu'on le laisse tranquille, il veut se reposer. Les 6 enfants dorment dans un coin de la classe. Leur institutrice, Laurence Dreyfus, les entoure. Les heures passent. L'enseignante est épaulée à l'intérieur par une autre femme, Evelyne Lambert, médecin pédiatre des sapeurs-pompiers de Paris. Les négociations ont repris vers 9 heures du matin. Le preneur d'otage semble toujours aussi déterminé. Autour de sa taille et par terre près de lui, il a disposé des explosifs. Bluff ou pas, les policiers ne prendront pas le risque d'intervenir. Il fait passer ce message. Il veut négocier avec un ministre d'un rang plus élevé que Nicolas Sarkozy. Les négociations sont de nouveau interrompues de midi jusqu'à 17h. Cette fourgonnette blanche qui se fraye un passage vers l'école commandant Charcot contient une partie de la rançon réclamée par le preneur d'otage. 40 millions de francs dans ses malles de couleur bleue. L'homme réclamait 100 millions. Il possède désormais la moitié de la rançon. Cette arrivée vers 17h30 est le seul véritable élément nouveau depuis la nuit dernière. Après 46 heures d'angoisse, peu avant 7h30 le samedi 15 mai, les hommes du RAID décident de donner l'assaut. L'opération est minutieusement préparée. Quelques heures plus tôt, un somnifère est mis dans le café que HB boit. Il s'endort.
Le docteur Lambert essaye de réveiller le preneur d'otages. Elle bouge des tables, des chaises, mais il dort profondément. Au top du médecin, le raid entre dans la classe, exfiltre les enfants restants pendant que 2 policiers s'avancent vers HB. Il ouvre un œil, avance sa main vers son sac bourré d'explosifs. Il est alors abattu d'une balle dans la tête. La prise d'otage se termine sans victime parmi les innocents. Il était très important que les enfants soient libérés en bonne santé. C'était notre objectif essentiel. Le second, qui n'est pas négligeable, c'était que Force reste à la loi. Le forcené est mort. Mais alors, qui était HB ? Derrière ce nom se cachait Eric Schmidt, un homme de 42 ans, ancien informaticien, au chômage. Ses initiales voulaient dire Human Bomb, la bombe humaine. Quelques jours avant les faits, Eric Schmidt avait commis un attentat à l'explosif sans grande gravité dans un parking de Neuilly-sur-Seine, où il avait laissé une lettre de revendication disant que la prochaine fois, il y aurait des victimes, et elle aussi était signée HB. Aujourd'hui encore, ce drame rappelle la fragilité de l'innocence face à la folie humaine. Merci d'avoir écouté ce premier podcast de ce jour-là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.